Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Dunk Hebdo. Le chapitre DH20 s'est terminé, on vous remercie d'ailleurs pour vos retours sur ce format. Et avant de discuter de la prochaine saison NBA qui démarrera donc fin décembre, on l'a appris, place à la draft aujourd'hui. Alors j'étais déjà d'abord obligé de le convier pour cet épisode, podcasteur, youtubeur, bodybuilder, instagrammeur pour les plus intimes, c'est Alan. Comment ça va Alan ? Salut Ben, salut tout le monde. Ouais, j'ai plusieurs casquettes. Bon, les deux dernières, je les assume pas trop, mais ouais, plusieurs casquettes. C'est ton moment là, on va être honnête. C'est ton moment. Normalement, ça aurait dû être en juin. Moi, personnellement, j'en peux plus de cette draft, mais ouais, c'est content que ça se finisse. Et faut l'avouer, en dehors de toi, Alan, le reste de l'équipe Dunk Hebdo, on s'est un peu éloigné de la draft au fil des années. Du coup, plutôt que de te laisser avoir le monopole de la parole, on a décidé de faire une chose incroyable pour nous, c'est d'inviter quelqu'un, voilà, comme tous les ans. Et du coup, on a invité Julien. Comment ça va, Julien ? Salut les gars, très heureux d'être avec vous, très heureux de faire partie des rares invités de Dunk Hebdo, c'est un plaisir. Alors Julien, pour te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, donc tu écris pour Inside Basket à propos de la draft et tu écris aussi à propos des Suns. Et on en parlait en off, est-ce qu'il y a un lien de cause à effet ? Est-ce que c'est à force d'écrire sur les Suns que tu t'es logiquement mis sur la draft ? Exactement, quand on est fan des Suns, c'est presque une obligation de s'intéresser à la draft. Alors il y a beaucoup de déceptions, hein, Dragan Bender, Josh Jackson, mais bien sûr, ouais, la draft très vite, on s'y intéresse et c'est un monde tellement varié, tellement fouillis que c'est tout simplement passionnant. Et donc depuis 2017, j'écris pour Inside sur la draft et les Suns, pas que, je fais du généraliste aussi, mais c'est un peu les domaines qui m'intéressent le plus. Et donc voilà, j'écris également pour le journal de la Provence à quelques occasions le week-end pour les championnats de N2 et N3 pour ceux qui connaissent. Je pense que nos auditeurs connaissent des fins connaisseurs de basket. Donc là, on a une connaissance du basket très large. Donc le fan de la ligue australienne qui est Alan, on a de la N2, de la N3, on a un peu tout. Là, on a un peu tout pour parler de draft aujourd'hui. Alors, on a un parti pris pour cet épisode, c'est pas de vouloir tout décortiquer à propos de la draft. D'autres médias le font, comme Envergure où Alan intervient. Alan fait partie de la team Envergure, pour ceux qui ne le savent pas. Donc, ce qu'on a décidé, c'est un peu de vous faire ce que j'appelle une anti-sèche un peu géante. Donc, on va parler pendant 60 minutes de la draft. Et l'objectif, c'est qu'après cette heure de discussion draft, vous soyez capable de briller en société sans n'avoir rien su avant d'écouter cet épisode de la draft. Donc, les questions seront très généralistes, mais vu que voilà, Julien et Alan sont des spécialistes, vous aurez toujours des petits éléments intéressants. Avant de commencer, on vous invite comme d'habitude à nous suivre sur la plateforme de podcast où vous écoutez notre émission, que ça soit Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify, etc. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur YouTube, on vous le dit parce qu'il va se passer quelque chose dans quelques semaines, et puis à nous suivre également sur Twitter, @DunkHebdo, et suivre aussi Julien. On taguera Julien dans le tweet d'annonce du podcast, mais pour ceux qui veulent prendre de l'avance, vous pouvez suivre Julien, @JulienMPLT, M majuscule. J'ai bien révisé mes fiches, j'espère, Julien. C'est bon, c'est ça. Excellent. Et bien du coup, nous, on va marquer une petite pause et puis on va se retrouver pour entrer dans le vif du sujet et parler de cette draft NBA. Comme je vous l'ai dit, on va essayer de voir un peu globalement cette draft NBA 2020, mais voilà, on est en 2020, impossible de passer à côté du Covid. Alors je vais commencer avec toi, Julien, parce que il est clair qu'il y a eu un impact Covid sur cette draft. Pour les joueurs qui jouaient aux États-Unis, pas de March Madness, la saison s'est terminée plus tôt, le processus est totalement différent au niveau des interviews, etc. C'est quoi l'impact du Covid sur la draft selon toi ? Exactement, ça s'est arrêté en mars, comme partout, à cause du Covid. Et déjà, ça fait qu'on a eu un processus de draft qui est sans doute un des plus longs de l'histoire. Ça fait presque 1 an et demi qu'on peut s'intéresser aux différents prospects qui vont la composer. Je pense que l'impact principal, c'est forcément que les sélections pour les équipes NBA vont être faites différemment cette année. C'est-à-dire que d'habitude la March Madness, même si on s'intéresse pas qu'à ça, elle a quand même un rôle essentiel, surtout je pense pour les équipes très compétitives. Par exemple, un exemple tout bête, celui de Kyle Guy en 2018 à Virginia qui s'était fait une place un peu dans le fond du second tour, tout simplement grâce à sa March Madness où il avait été impressionnant jusqu'en finale. Et donc je pense que les équipes NBA vont vraiment choisir différemment cette année
et se baser sur un échantillon tout simplement plus faible. Alors, est-ce que ça va amener des sélections plus justes ou justement quelques dérives avec plus de bust? Ça, l'avenir nous le dira, mais clairement, le processus de sélection au sein des équipes NBA va changer selon moi. Alan, tu m'as dit en introduction de ce podcast, tu en avais marre. Donc c'est vrai que ça fait longtemps pour ceux qui suivent comme vous depuis longtemps la draft, c'est quoi l'impact? Comme l'a dit Julien, il y a sans doute un impact au niveau de l'évaluation, ça c'est clair. Et quoi d'autre? Ouais, après, moi je me réfère à ce qu'a dit Jollinger dans un podcast. Il a dit en gros, la March Madness, ça fait surtout découvrir les joueurs au grand public et aux propriétaires de franchise souvent. Mais les départements de scouting, souvent, ils ont quand même fait 90% de leur évaluation avant le début de la March Madness. Et d'ailleurs, souvent, il disait que quand ils étaient aux Grizzlies, eux, pendant la March Madness et tout ça, ils partaient déjà en Europe pour aller voir les prospects européens. Donc, je pense que la March Madness, le fait qu'elle a été annulée, ça va avoir un impact sur peut-être des joueurs qui auraient pu monter, mais aux yeux du grand public, mais sur les départements de scouting, je suis pas sûr que ça ait un énorme impact. Le gros impact, c'est le processus en fait. C'est pas vraiment eu de draft combine. Pas vraiment eu la possibilité de workout tous les prospects que tu veux. Il y a eu un nombre de workouts limité. Tu t'as pas pu non plus les rencontrer en personne pour certaines franchises. Et en plus, si on se projette sur l'après-draft, pas de Summer League, un faible temps d'adaptation après la saison, donc après la saison NCAA et avant la saison NBA. Donc franchement, ça va être c'est inédit quasiment. Donc il va y avoir des impacts, des grosses influences sur les prospects. Je pense, regarde, on en parle. La draft c'est le 18, le début de saison c'est un mois après. Donc rien que ça, je pense que c'est inédit et on va tâtonner un peu et on va voir comment ça va se passer pour tous les rookies qui joueront. Mais l'impact du Covid avec donc pas de March Madness, la saison qui s'est terminée plus tôt, je pense que ça va et un processus complètement chamboulé. C'est dans une classe de draft qui est déjà assez incertaine, le tout fait qu'on va avoir beaucoup de choses à regarder, je pense. C'est vrai, hein, je crois de mémoire, c'est 72 jours entre la fin de la saison et le début de la saison d'après. Déjà, pour vous donner un ordre d'idée, donc pour un rookie, quelqu'un qui met les pieds en NBA, c'est sûr que ça va totalement chambouler ça. Tu l'as dit, Alan, déjà, on parlait d'une classe de draft assez spéciale. Alors moi, je l'ai dit dans ce podcast, je suis juste un passe-plat, je donne juste les questions, mais je dois vous avouer que j'ai souvent l'impression que la draft, c'est soit tout noir, soit tout blanc. Soit c'est une draft exceptionnelle, les 3-4 premiers sont des prospects générationnels, ou alors on est sur une draft décevante, faut aller voir l'année prochaine. J'ai l'impression qu'on est plutôt sur la deuxième proposition cette année avec une draft extrêmement décevante. Julien, est-ce qu'elle est vraiment décevante, j'irais même jusqu'à dire mauvaise, cette QV 2020, ou alors on en fait peut-être un peu trop sur ce point-là? Alors, si on suit ta grille de lecture du tout blanc ou tout noir, c'est clair qu'on va plutôt être dans le côté sombre. C'est-à-dire que clairement, on est sur une classe de draft qui manque de ces fameux talents générationnels dont les spécialistes de draft normalement connaissent l'intitulé, c'est-à-dire des joueurs qui vont être durant quasiment toute leur carrière des All-Stars en puissance ou presque. Clairement, je pense que cette année, on a une classe de draft qui manque de talent comme les années précédentes. Je pense pas qu'on ait le nouveau Zion Williamson, le nouveau Luka Doncic, Trae Young. On est plutôt sur une classe de draft avec et alors on peut avoir des talents générationnels, mais ce sera plus incertain. Faut que ces mecs-là atteignent leur potentiel maximal. Maintenant, cette draft, elle possède également une autre inconnue et une autre caractéristique bien à elle. C'est-à-dire qu'au-delà du top 10, où on va forcément chercher des futurs stars, on a vraiment, je dirais, 30 ou voire 40 joueurs qui peuvent vraiment facilement s'intégrer dans une équipe rotation NBA dès demain, en fait. Alors évidemment, vous l'avez dit, entre la date de la draft et le début de la saison, le temps va être très court, à peine plus d'un mois. Mais je pense qu'on a vraiment une draft qui est deep en termes de bons joueurs de rotation, de joueurs utiles, de role-players. Alors, sans le savoir, tu as repris un des intitulés d'Alan pendant à peu près les 10 minutes cette année, on a parlé de draft, lui et moi, où il m'avait dit, c'est une draft de role-player. C'est ça, Alan? Ouais. C'est une draft de role-player? Ouais, je trouve, ouais. Franchement, les gens disent mauvaise draft. Bon, franchement, j'ai rien de rajouter. Ce qu'a dit Julien, il a tout dit. C'est-à-dire que souvent tu juges la qualité les gens jugent un petit peu la qualité de la draft parce que avec ce qu'il y a tout en haut, et c'est vrai que bon, on n'a pas il semble pas y avoir de stars générationnelles cette année. Mais franchement, ce que j'avais noté, c'est que tu vois, sur mon board, entre les places 8 et 30, je préfère cette année par rapport aux deux dernières, tu vois. Je trouve que c'est plus profond en potentiel role player, joueur qui peut prendre
peut-être dès 15 minutes en année rookie, puis peut-être 25 dès la deuxième, troisième année dans une rotation NBA. Ce qu'il y avait moins un peu l'année dernière. L'année dernière, si on regarde un petit peu, un an après, il n'y a pas énormément de role-players. Il y en a un, mais il n'y en a pas énormément qui se sont un petit peu affirmés. Cette année, j'ai plus d'espoir là-dessus, en fait, c'est le débat que tu as mis dans la trame que tu nous as envoyé, le débat top heavy contre le débat profondeur. Cette année, c'est pas du tout top heavy, mais c'est peut-être plus profond que les années précédentes. On expliquera pour les auditeurs, top heavy, c'est l'anglicisme, voilà, donc quand on a quelques joueurs très très forts au-dessus et que le niveau descend très très vite passer ces quelques premières places. Donc à vous entendre, je comprends mieux pourquoi j'arrête pas de lire équipe X veut descendre, mais je vois pas l'inverse. Je vois très peu équipe X veut monter, par peut-être il y avait un peu des bruits peut-être du côté de Boston, mais les rumeurs draft et Danny Ainge, il faut se méfier. Donc visiblement ok, donc on est plutôt sur ça. Alors du coup, pas trop besoin d'aller sur une autre thématique qu'on voulait aborder, c'était celle de cette classe draft par rapport à d'autres, mais je vais quand même poser une question au niveau du haut, parce qu'on sait bien souvent que malheureusement, on avait fait un épisode sur ça il y a quelques mois, comment on juge une draft, bien souvent on la juge sur le très haut. Est-ce qu'on est vraiment sur un très haut du coup, vu qu'on a parlé de la profondeur, Julien, ce très haut qui est plutôt faible? Sans aller dans l'extrême, qui met un top 5, un top 4 qui est pas étincelant. Non, c'est clair. On est sur un très haut qui est plutôt faible. Je pense que les équipes qui choisissent dès la 4e ou la 5-6e place en sont conscientes. Elles vont drafter un joueur qui ne sera pas forcément un franchise player, qui sera peut-être même pas forcément une seconde ou 3e option offensive. En revanche, elles ont à leur disposition vraiment ce que j'appellerais des role players d'élite. Donc Alan a parlé de role players. Je pense qu'on peut même parler de role players d'élite, c'est-à-dire des mecs qui, on est sûr qu'ils vont être peut-être des titulaires en puissance, mais les mecs de l'ombre, quoi, voilà, qui défendent très fort, qui ont un physique hors norme qui leur permet de défendre, voilà, du poste 5 au poste 2, on en parlera plus en détail par la suite. Mais sur le haut de la draft, des stars en puissance, il y en a très peu, il y en a peut-être une ou deux, mais il faut que ces mecs-là atteignent leur potentiel maximal. Et évidemment, c'est jamais assuré dans une draft. D'accord. Alors peut-être on peut continuer avec une question toujours intéressante, c'est celle des postes qui sont riches et des postes qui sont assez faibles. On a déjà, je me rappelle de la draft avec, elle a un peu mal vécu celle-ci, mais la draft avec Frank Ntilikina, De'Aaron Fox, Lonzo Ball, Markelle Fultz et Dennis Smith, voilà, qui devait un peu révolutionner le poste de meneur. C'est un peu mal passé, on va être honnête. Alan, c'est quoi les postes riches au niveau de cette draft? Voilà. Si tu cherches ce poste-là pour ta franchise, t'auras de quoi trouver dans cette cuvée. Moi, dans mon big board, dans la loterie, j'ai 8 meneurs. 8 meneurs arrière. Ah ouais. 8 guards, en gros. 8 guards, et j'ai 2 intérieurs. Et il reste beaucoup de... Donc, je pense que ça, c'est riche en 2 postes. Sur le premier tour, j'ai donc les combo guards et les CUND à l'aile. Parce que c'est même pas qu'il y en a beaucoup, c'est qu'ils sont vraiment surévalués, parce qu'ils sont tellement utiles et tellement recherchés par les franchises que on voit ce type de joueurs et on les met dans les équipes en raffole. Et les guards, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de meneurs, en fait, beaucoup de porteurs de balles dans la draft. Donc pour moi, c'est les 2 postes les deux rôles, les 2 postes les plus riches dans ce premier tour. Il y a des intérieurs aussi, hein, mais bon, moi j'ai un peu de mal à drafter des intérieurs, et en plus il n'y a pas de set intérieur qui paraît vraiment au-dessus du lot dans cette cuvée. D'accord, donc si je comprends bien, on est en manque d'intérieur, on est beaucoup sur des 3&D mais qui seraient un petit peu surévalués, et donc on est sur une classe de draft d'arrière. Est-ce qu'on est plus sur de l'arrière scoreur ou l'arrière couteau suisse? Ça dépend. On est sur du combo, du joueur qui peut scorer, mais qui peut aussi faire de la passe. LaMelo Ball, d'excellent passeur. Haliburton, très bon passeur. Killian Hayes aussi, c'est un bon passeur. Et t'as des meneurs avec plus des mentalités de scoreur. Kira Lewis, Serge Hampton, ce type de joueurs-là, mais c'est très riche dans la diversité des profils sur les guards. Ouais.
Très bien. De ton côté, Julien, c'est quoi dans ton... c'est un mot qu'il faut dire avec les spécialistes de draft, dans ton big board. Quels sont les postes, du coup, voilà, ouais. Ceux où il y a beaucoup de choix et puis ceux où c'est peut-être un peu plus difficile. Je pense que ça va rejoindre un peu ce qu'a pu dire Alain. C'est vrai que je vais avoir du mal à apporter un contrepoids à ce que vient de dire Alan, parce que c'est vrai que moi aussi, je suis très très emballé par les extérieurs que nous offre cette draft. Alors comme il l'a dit, il y a des profils très variés, mais c'est vrai que moi je suis quand même très très fan de ces extérieurs scoreurs que cette draft va nous offrir. Voilà, par exemple des Kira Lewis qui vraiment est monté dans la draft très très tard, des Cole Anthony, Tyrese Maxey. Bon voilà, des joueurs qui peuvent vraiment scorer dès demain, même s'ils ont un rôle plus reculé dans une rotation NBA. En ce qui concerne les intérieurs, c'est vrai que déjà on arrive dans une ère NBA où c'est dur de drafter des intérieurs parce que les intérieurs classiques sont de moins en moins dominants, ils ont de moins en moins de responsabilités. Et c'est vrai que même le meilleur intérieur de cette draft, et je crois qu'on va y venir juste après, il n'apporte que très peu de garanties sur le rôle qu'il va avoir en NBA et sur l'apport offensif qu'il peut avoir. Donc c'est vrai que pour moi le choix sûr de cette draft, c'est les extérieurs et surtout les free and D qui sont, on l'a vu lors des derniers playoffs, devenus monnaie courante pour le succès d'une équipe. Eh ben, on va parler tout de suite de cet intérieur, James Wiseman. Voilà. Alors, ma question, c'est pourquoi j'en entends autant parler? C'était ma question que je vous ai envoyée sur la trame. Pourquoi j'en entends autant parler? Bah, t'as commencé à l'évoquer, Julien, donc je vais rester avec toi. Pourquoi j'entends autant parler de ce joueur qui, alors, regardant la draft de très loin, j'avais l'impression que on le mettait potentiellement numéro 1 il y a un an de ça, et depuis quand je regarde très rarement les mock drafts, il descend. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec James Wiseman? Alors, James Wiseman, faut dire que c'est quelqu'un qui, en dehors du Covid, a vécu une année vraiment très compliquée. Donc, je vais faire un rappel rapidement pour ceux qui n'auraient pas suivi l'affaire, mais il a vécu un hiver très compliqué. Il devait intégrer la fac des Memphis Tigers, entraîné par Penny Hardaway. Sauf qu'en fait, très vite, c'est un joueur qui s'est retrouvé suspendu par la NCAA pour une sombre affaire de pot de vin. En gros, le coach Hardaway aurait offert plus de $10,000 à ses parents pour les aider à s'installer dans le Tennessee. Pratique évidemment interdite de donner de l'argent à NCAA, qui est une ligue censée, et j'insiste sur ce mot, ne pas payer ses athlètes. Donc déjà, ça a mal commencé. Il a eu que 3 matchs en NCAA avant que finalement il jette l'éponge et qu'il déclare tout simplement vouloir se préparer à la draft de son côté. Et au-delà de ça, évidemment, c'est un joueur qui, sur son niveau purement basket, pour pas parler de l'extra sportif, n'apporte pas de garantie. C'est pas un pivot générationnel comme on a pu le connaître par le passé, avec des DeAndre Ayton ou des Karl Anthony Towns qui eux avaient vraiment tout pour être des superstars de l'intérieur. James Wiseman, c'est différent. C'est un joueur qui, évidemment, a de grandes qualités. Il a un physique impressionnant. Mais on a du mal à le voir dominer les raquettes au-delà du pick and roll, au-delà d'un rôle de simple finisseur. Quand il a la balle dans les mains, James Wiseman, rien n'est sûr. C'est pas rassurant comme profil. C'est pas incroyable le profil qu'on me dresse. Donc on est plus sur quoi? On est sur l'intérieur poseur d'écran ultra athlétique et qui est capable de finir et protéger une raquette. C'est ça. Ouais, voilà, finir fort près du cercle, il peut le faire. Protéger la raquette, il peut le faire aussi. Mais par exemple, jouer au poste bas, enfoncer son adversaire, il a des mains qui sont pas sûres pour ça, pas assez en tout cas pour l'instant. Faut dire qu'on arrive dans une NBA où les grands doivent savoir s'écarter, doivent pouvoir shooter. Et James Wiseman aujourd'hui, le tir, c'est pas ça du tout. Sur le moyen terme, il va vraiment être un vrai joueur à développer de ce côté-là. Donc je pense que si une franchise veut drafter ce joueur, il faut qu'elle soit consciente de la quantité de travail qu'il attend, autant sur le côté mental déjà, parce que c'est un joueur qui a été décrit comme fragile mentalement, pardon. Et également une franchise prête à le développer pour qu'il s'installe comme un intérieur plus dominant, parce que pour l'instant je vois mal devenir autre chose qu'un finisseur, voilà. Et ben Alan, le portrait est dressé. Alan, c'est vrai que ça rejoint un peu les discussions qu'on avait au niveau du DH20. Un pivot actuellement, sa valeur, elle peut être surtout défensive. Et de ce que j'ai compris de Julien, en gros, offensivement, c'est assez brut pour l'instant, et défensivement, c'est pas non plus élite. En fait, défensivement, il a tous les outils, physiquement, tous les outils, mais dans la compréhension et l'appréhension, il est encore assez brut. Et en plus, il a joué que 69 minutes en NCAA, donc, dont 2 matchs contre des facs très très sombres et un bout de mi-temps contre la fac d'Oregon. Donc pour l'évaluer, c'est pas exceptionnel.
Et si certains analystes draft disaient que même en high school, quand il jouait contre les autres gros intérieurs de cette QV, bah il était pas non plus si ultra dominant que ça défensivement. Et offensivement, ouais, je pense que ça va être un gros finisseur. Voilà, il fait plus de 2 mètres, il fait plus de 2 mètres 12, il a une envergure à plus de 2,20, c'est une pieuvre en fait. Le truc c'est que lui dit qu'il shoot, il me pose beaucoup de vidéos de workout où il tire. C'est la clé de son développement. Si Wiseman est capable de tirer en pick and pop, là ça va être plus intéressant. Moi je suis comme Julien, pour l'instant j'ai un peu de mal à y croire, surtout comme tu viens de le dire sur le débat philosophique, débat quasi philosophique sur les intérieurs à la draft. Est-ce qu'on draft dans le top 3 même si c'est un excellent joueur, un rim runner et un protecteur de cercle? C'est pour moi la vraie question. Et surtout, en fait, si tu regardes un peu, tout le monde en parle, mais tout le monde le laisse quand même dans le top 3 dans les analyses, parce que tu sais mieux que moi, on en parlait souvent sur la draft, la narrative joue beaucoup. Wiseman était numéro 1 de tous les classements lycéens, était numéro 1 des mock drafts, donc il avait été un petit peu couronné comme meilleur prospect de cette QV. Et c'est vrai que quand moi, je le descends un peu dans mes classements et tout ça, on me dit mais t'es fou, t'es malade ou quoi, Wiseman c'est pas possible. Mais je dis faut aussi un petit peu peut-être prendre du recul. Les classements des lycéens sont pas toujours hyper faits par des mecs qui regardent, qui projettent pour la NBA, projettent pour la NCAA des fois. Et donc la narrative joue beaucoup, et c'est aussi pour ça qu'on en entend beaucoup parler. Concrètement, vous le prenez où? On se base pas sur sur un big board, mais sur une mock draft. Vous même sans baser la mock draft sur ce que vous entendez ou les rumeurs que vous avez pu lire, vous commencez, parce que je vois beaucoup de mock draft où il part en 2 du côté de Golden State. Est-ce que c'est à peu près là où vous, je ne parle pas vraiment de ce que vous pouvez lire, mais où vous seriez prêt à le prendre, ou c'est trop haut? Je pense que le deuxième place, ça va vraiment être haut, parce que c'est un joueur qui est trop incertain pour lui donner vraiment cette deuxième place où normalement vous prenez le mec dont vous êtes le plus sûr. Non, le deuxième place c'est trop haut pour moi. C'est plus un joueur qui va se retrouver pour moi aux alentours de la 10e place. Et c'est surtout pour moi quelqu'un qui déroge à la règle entre guillemets tacite, que dans le top 10 on doit choisir pour la qualité du joueur et non pas pour les besoins. Pour moi, Wiseman c'est un joueur qu'on doit vraiment choisir si on a besoin de lui et qu'on a un trou dans la raquette à combler. Si Wiseman on le recrute pour son talent seulement et pas par rapport aux besoins d'une équipe, pour moi l'équipe qui va faire ça court un très grand danger. Donc où est-ce qu'il pourrait retomber? Écoute, une franchise qui a besoin d'un pivot aux alentours de la 10e place, on peut, je ne sais pas, peut-être parler de Washington à la 9e place. Ah, donc Washington. Oh, ok. Je m'attendais pas, Alan, est-ce que t'es d'accord? Je m'attendais à l'entendre, à le voir un peu plus haut, mais. Franchement, déjà, je pense que Golden State, c'est vraiment peut-être la fausse bonne idée, parce que tout le monde dit mais on lui demandera juste, voilà, tu vois, de poser des écrans et finir au cercle et défendre dans cette équipe-là. Mais je pense qu'il peut. Je l'ai tweeté il y a quelques jours en regardant un peu de ses bouts de match défensivement. Je pense pas qu'il peut jouer avec l'équipe de Golden State en playoff dès l'année prochaine sur plus de 15-20 minutes. Il va prendre trop de fautes, et défensivement, je pense qu'il a pas encore la compréhension et l'appréhension collective. Même dans ce rôle ultra réduit, même dans un rôle de poseur d'écran, protecteur de raquette, rim runner, comme on dit en anglais. Offensivement, oui. Défensivement, j'ai peut-être un petit peu de doute sur son appréhension collective, mais ça peut se tenter avec eux s'ils se disent mais en fait, c'est pour ça que je dis fausse bonne idée, parce qu'en fait, s'ils le prennent, pour moi, c'est pas pour le plug and play. En gros le mettre maintenant et qui joue direct, c'est déjà une projection vers le futur peut-être, et vers l'après prime Curry Clay. Moi après, un peu comme Julien, c'est vrai que je le fais un petit peu descendre, et je regarde qui aurait besoin d'un intérieur. Déjà que je déteste drafter au besoin dans le top 10, je me dis alors Charlotte peut le prendre. Je trouvais ça, si dans la tête des Hornets James Wiseman est un meilleur joueur que les extérieurs qu'ils ont, que les autres extérieurs de la draft, qu'ils le prennent, ça me va. Mais si Wiseman est selon eux moins bon que les autres extérieurs, et qu'ils le prennent parce qu'ils ont déjà des extérieurs, là ça me va pas. Là ça me dérange. Mais je te dirais qu'en fait je serais pas ça m'enchanterait pas que Golden State Charlotte le prenne. Je trouverais pas ça exceptionnel.
Là où, si Cleveland ou Washington, comme Julien l'a dit, le prend, je me dirais, bon, c'est pas le meilleur choix, mais en même temps, c'est pas non plus affreux, sachant que ce qui sort un peu, c'est que Washington voudrait vraiment un intérieur dans ce top 10, donc à voir. Après, moi, il y a un sujet sur lequel j'ai envie de te relancer, Alan. C'est tout simplement, est-ce qu'on peut considérer James Wiseman comme le meilleur intérieur de cette draft? Il est trop fort, c'était ma question. C'est le meilleur invité du monde. Il est vraiment trop... C'était ma question que j'avais pas écrite. Est-ce que c'est vraiment le meilleur? Du coup, pas pour moi, mais... le truc, c'est que voilà, il y en a un autre qui pointe le bout de son nez aux alentours du top 10 de cette draft, c'est Onyeka Okongwu. Qui a un profil bien différent pour le coup et qui pourrait peut-être mieux correspondre à ce qu'on appelle la NBA de futur. C'est un terme que j'emploie beaucoup dans mes articles et qui lui pour le coup apporte beaucoup plus de garanties, surtout en défense. En défense, il a prouvé que c'était un joueur très mobile, très rapide, qui peut vraiment défendre du poste 5 jusqu'au poste poste 3, soyons fous. Et je me dis que lui, au moins, l'équipe qu'il sélectionnera saura ce qu'elle obtient, alors que Wiseman, comme Alan l'a dit, l'échantillon est trop faible et il y a beaucoup plus d'incertitudes. Je suis assez d'accord. Moi, je préfère Okongwu à Wiseman, mais les autres purement sur le fit, l'intégration NBA. Ouais, mais ils ont le même âge aussi, tu vois. C'est Okongwu est aussi un freshman, mais sur le je pense que c'est un meilleur défenseur tout simplement, qui peut mieux marcher que lui, je pense, dans une défense en switch. Il fait du rim run aussi à bon niveau. Et il tourne à 74% en lancer franc, donc pour un pivot freshman, c'est assez solide. Donc il y a une bonne qualité de passe aussi. C'est un joueur, ça a l'air d'être un joueur plus sûr que James Wiseman, ouais. Je voyais des comparaisons. Alors parce que c'est un All-Star, toute proportion gardée. Avec Bam. Ouais, tout le monde en parle de ça. C'est la comparaison, ouais. Parce que tout le monde va vouloir son nouveau Bam maintenant, de toute façon. Donc, mais c'est vrai que moi, je le trouve bien moins tonique, moins athlétique en termes de tonicité, mais sur le profil défensif, ça peut faire penser un peu à ça. Je sais pas ce que Julien en pense, mais... Oui, pour le coup, c'est ça, le nouveau Bam. Moi, j'ai carrément écrit un article à ce sujet sur les franchises NBA à la recherche du prochain Bam Adebayo, étant donné que il a impressionné en playoff, et puis c'est vrai que c'est le genre d'intérieur qui va le plus intéresser en NBA dans les années à venir. Okongwu est beaucoup plus un nouveau Bam Adebayo que James Wiseman, ça ne fait aucun doute. Maintenant, voilà, est-ce que des équipes sont prêtes à choisir Onyeka Okongwu dans le top 5, peut-être même dans le top 3, je sais pas. Mais en tout cas, évidemment, il apporte plus de sécurité. On en revient aussi à un autre sujet de cette draft, qui est que les GM vont choisir des joueurs plus sûrs. Voilà, elles vont avoir du mal à aller vers de l'incertitude, vu que l'échantillon est trop faible. Donc, Okongwu vers la 3e ou la 5e place, ce serait haut, mais au moins elles savent ce qu'elles récupèrent. C'est vrai, pour faire une comparaison, ma seule analyse du podcast, pour faire une comparaison avec Alan, ce qu'on a pu suivre en NFL, le processus a été aussi modifié et on a vu que c'était une année où les general managers ont pas pris de risques. Ils se sont dit, il y a trop d'incertitudes, donc les choix ont été parfois ennuyants, mais ont été très très sûrs. Ok, donc j'ai bien compris que j'entendais beaucoup parler de James Wiseman, c'était souvent dans des termes peu élogieux et mes analystes draft, mes spécialistes ici présents me le confirment. Avant de peut-être basculer sur quelque chose d'autre, ce sont les non-américains de cette draft. Du coup, qui lui est passé devant avec certitude? Est-ce que c'est Anthony Edwards devant James Wiseman? Est-ce que c'est Anthony Edwards que je vois à peu près premier partout? Est-ce que c'est lui maintenant le nouvel homme de cette draft 2020? Oui, dans les mock drafts, oui. Dans les mock drafts, tu sembles avoir... Bon, alors, c'est vrai que là, le processus, c'est avec Julien. En plus, Julien et moi, on a pu interviewer certains prospects. Ça a l'air d'avoir un impact assez important. Parce que t'avais peut-être une course à 3 et qui se dégageait il y a encore un mois. Donc, entre LaMelo Ball, Anthony Edwards et même James Wiseman, qui restait quand même, selon les analystes américains, qui en fait c'est pas vraiment tout le temps leur avis qu'ils donnent, c'est aussi ce qu'ils entendent auprès des franchises. Donc quand ce qu'ils disent, c'est intéressant de le prendre en compte, parce que pas forcément sur les avis qu'ils ont, mais ça peut montrer un peu ce qui se dit. T'avais cette course à 3. Là, ce qui se dit, c'est que depuis quelques semaines, c'est que LaMelo Ball foire toutes ses interviews et donc qui pourrait vraiment descendre le soir de la draft.
et qu'il y a quelques questions autour de James Wiseman, donc ça propulse de facto Anthony Edwards comme vraiment potentiellement le choix numéro 1 du côté du Minnesota. J'ai rarement vu, le podcast a 4 ans, j'ai rarement vu aussi peu d'enthousiasme à l'évocation d'un numéro 1. Tu l'as dit, Alan, du coup, oui, c'est vrai, vous avez eu la chance avec Julien d'interviewer uns des plus gros prospects de cette draft. Est-ce que pour toi aussi, petit à petit, Julien, Anthony Edwards, va finir premier ou se détache un tout petit peu des autres au niveau de cette draft? Oui, totalement. Pour moi, Anthony Edwards, c'est vraiment le mâle alpha de cette draft. Alors, peu importe la meute, si elle est féroce ou pas, mais en tout cas, c'est le mâle alpha. C'est vrai que moi, j'aimais beaucoup la Melo Ball, mais comme l'a dit Alan, apparemment, il serait en train de raconter n'importe quoi dans ses interviews, donc on lui souhaite bon courage. En tout cas, on lui souhaite. Mais c'est vrai qu'Anthony Edwards semble être parti pour être le premier choix de façon incontestable, et j'ai bien peur pour Wiseman. Que ce ne soit pas le seul à lui passer devant. On peut penser à l'Israélien Deni Avdija, peut-être Robbie Topin, peut-être Kylian Hayes, peut-être Isaac Okoro. James Wiseman peut très vite descendre dans cette draft. Je pense qu'il faut se méfier. Eh ben, la transition est parfaite. On va parler des non-européens de cette draft. Et parce que oui, on a parlé beaucoup d'élections américaines, mais il n'y a pas que les États-Unis dans la vie. Il y a aussi. Heureusement. Heureusement, oui. Vu ce qui s'est passé, heureusement qu'il n'y a pas que les États-Unis dans la vie. On a aussi Cocorico, Kylian Hayes qui pourrait être top 10 vraisemblablement, je vous poserai la question. Ouais. Et on a aussi Deni Avdija. Avdija. J'ai eu très peur au niveau de la prononciation. Avdija. Alors, c'est un peu la question classique, mais comment évaluer, je vais commencer avec toi, Alan, comment on évalue les non-américains dans cette draft? C'est toujours difficile d'évaluer des joueurs qui jouent pas en NCAA. On sait que ça se réduit année après année, mais il y a un peu cet a priori du côté des outre-Atlantique vis-à-vis des prospects qui ne viennent pas du cru américain. Déjà, c'est vraiment différent parce que tu as plusieurs contextes. En gros, les joueurs NCAA, tu les vois souvent dans le même contexte pendant l'année où ils jouent. Avec les joueurs qui jouent en Europe, c'est compliqué parce qu'ils vont jouer dans leur championnat national. Ils vont jouer le plus souvent une Coupe d'Europe. Et déjà, entre la Coupe d'Europe et le championnat national, ils n'auront pas le même rôle. C'est-à-dire que Deni Avdija n'avait pas du tout le même rôle au championnat israélien où il jouait plus de 25 minutes, où il avait un peu le ballon en main. Et en Euroleague, où là, il jouait 15 minutes et en gros, il faisait du spot-up dans le corner. Donc déjà, pour l'évaluation, c'est intéressant. Ça permet de le voir dans plusieurs rôles. En plus, qu'on peut les voir très jeunes dans les compétitions jeunes FIBA. Et ça, un petit shout-out à la chaîne FIBA YouTube, parce qu'il y a tous les matchs en intégralité et c'est magnifique. Genre, je sais que pour toi, c'est extrêmement sombre, mais pour moi, c'est magnifique. Donc en gros, voilà, on peut les voir dans des rôles différents. Ça rend la visualisation intéressante, je trouve. On peut les voir contre des pros, on peut les voir dans des rôles où ils ont le ballon, où ils n'ont pas le ballon. Donc ça, je trouve ça très intéressant. Et cette année, c'est d'autant plus intéressant parce que on aura sûrement, on croise les doigts pour Kylian, 2 Européens, si on compte Israël en Europe, dans le top 10. Et potentiellement. Tu poses des débats de géopolitique. C'est ça. Et potentiellement 5 joueurs qui ont joué en Europe au premier tour, en plus des 2 zigotos qui ont été joués en Australie, qui était aussi un championnat différent, une ligue différente, tout ça. Donc en fait, on avait plein de types de basket différents à voir cette année, je trouve, et ça, c'était assez intéressant. Et c'est une très bonne cuvée de non-américains. Très bien. Alors, non-américains, on est français ici, donc on est obligé un peu de parler de Kylian Hayes, qui est... Alors, j'avais vu ça en potassant un peu avant cette émission. J'avais vu qu'il était numéro 1 chez Kevin O'Connor, The Ringer, de The Ringer, voilà, un gros média US. Julien, est-ce que tu peux comprendre ça, et surtout, c'est quoi qui peut attirer chez un Kylian Hayes qui est quand même présenté globalement, d'après le consensus que j'ai pu observer, top 10 à peu près partout? Oui, alors évidemment, on va peut-être un petit peu calmer les Français qui nous écoutent. Vraisemblablement, Kylian Hayes ne sera pas numéro 1 de cette draft. Faut faire la différence en fait entre les big boards et la mock draft. Voilà, Kevin O'Connor de The Ringer l'a placé numéro 1 dans son big board. Donc selon lui, voilà, c'est peut-être le meilleur joueur en termes de qualité intrinsèque dans cette draft, mais peut-être pas le meilleur
le meilleur joueur à sélectionner. Kylian Hayes, se dire que c'est un profil très intéressant en NBA parce que c'est un joueur qui a su déjà sortir de sa zone de confort, un terme très cher à Kevin Durant entre autres. C'est-à-dire que voilà, il était en France et pour des raisons de litige avec la fédération sur lesquelles on va pas revenir, et pas que d'ailleurs, il a choisi de s'exiler en Allemagne, du côté de Ulm, où il a pu même jouer de la Coupe d'Europe d'ailleurs, chose qui est très importante pour les prospects qui veulent aller en NBA. Et il faut dire que là-bas, il a tout simplement fait une super saison et dans les quelques séquences où on a pu le voir balle en main et dans les séquences aussi où il défend, il est très séduisant et il montre un potentiel assez intéressant. Alors les plus enthousiastes aux États-Unis le comparent à James Harden. Il y a notamment son step back qui vraiment fait penser à James Harden. J'invite les gens à aller voir des vidéos de highlights pour s'en rendre compte. Alors est-ce que Kylian Hayes sera le prochain James Harden? Je suis pas sûr, mais en tout cas Kylian Hayes reste être un prospect très intéressant. On peut être fier d'avoir un joueur comme lui. Il est aussi très polyvalent, défend très bien, un bon shoot à développer, son drive est aussi intéressant. Kylian Hayes, c'est vraiment un joueur très sûr parmi les meneurs de cette draft. Ah, c'est quelque chose que j'ai pas entendu beaucoup dans cette émission. Joueur sûr. T'es d'accord, Alan? Sûr dans l'idée que je sais ce qu'il va faire en NBA et faire au moins au moins moyen plus. Je sais que si j'ai Kylian Hayes, je vais lui faire jouer du pick and roll, il prendra les bonnes décisions à la passe et il pourra potentiellement shooter en sortie de dribble. On l'a pas vu jouer off-ball cette année, c'est-à-dire qu'en fait il est arrivé à Ulm et son coach a mis en place un système pour que Kylian Hayes puisse s'exprimer. Donc, en même temps, donc d'un côté, il avait énormément de responsabilités, de l'autre, ça a fait monter sa cote parce qu'on l'a vu dans des schémas qui pouvaient ressembler à ce qui se faisait en NBA, donc avec des intérieurs fuyants qui tirent à 3 points, beaucoup de pick and roll, des choses comme ça. Et en fait, ouais, c'est ça, c'est que c'est pas un athlète élite, c'est pas un athlète plus, je pense il pourra pas défendre les meneurs, il défendra difficilement les meneurs hyper athlétiques NBA, mais en même temps, ce que je dis souvent, c'est les Ja Morant, De'Aaron Fox, très peu de gens les défendent. Enfin, c'est dur de dire Kylian Hayes il pourra pas défendre ce joueur-là parce que très peu de joueurs peuvent les défendre. Et il est sûr, comme dit Julien, ouais, parce qu'en fait, voilà, je sais ce qu'il va faire. Contrairement à d'autres joueurs du haut de cette draft où il y a peut-être beaucoup de what if sur ce qu'ils pourraient faire, mais je sais pas ce qu'ils pourront faire d'emblée. Kylian Hayes, je vais lui donner la balle au moins avec la seconde unit dans ses premières années et il pourra organiser le jeu, jouer du pick and roll. Donc rien que pour ça, il est assez sûr, je trouve aussi. Avant qu'on dérive un peu sur les gagnants des playoffs, parce qu'on essaie toujours de garder un prisme NBA, Alan, tu l'as sous-entendu, t'as pas voulu donner de nom, on sait que nos auditeurs voudront entendre des noms. C'est quoi peut-être les profils où l'intégration, t'as un peu plus de mal à l'imaginer parmi le gratin vraiment de cette draft? C'est Deni Avdija par exemple. Deni Avdija, c'est l'ailier, donc c'est l'ailier du Maccabi Tel Aviv. Un poste 3-4 qui peut, ce que j'aime bien dire, passer, dribbler, shooter. Donc un peu tout bien faire en attaque, des profils un peu polyvalents. Le problème, c'est que pour moi, donc c'est un truc que j'essaye de formuler depuis 4-5 mois et qu'à chaque fois que je le formule dans ma tête, je dis non, c'est pas assez bien dit, les gens vont pas comprendre. Donc je vais m'entraîner, je vais essayer de bien le dire. En gros, il est pas assez bon pour être ton créateur, pour moi, principal ou ton créateur principal. Et en même temps, il a pas encore montré que dans le jeu de complément, notamment le catch and shoot ou le sans ballon, il pouvait être très bon. Donc en gros, à être moyen plus partout, je sais pas si tu vas pouvoir trouver un rôle en NBA, sachant que on est dans une NBA où chacun peut se spécialiser et que vaut mieux peut-être avoir un spécialiste du catch and shoot à côté de tes forts joueurs plutôt qu'un Deni Avdija qui peut potentiellement tout bien faire mais rien faire de manière élite. C'est-à-dire que Deni Avdija, si je le draft aujourd'hui, si je le mets dans mon 5 de départ, il y aura des meneurs qui auront la gonfle. Lui pourra peut-être être ton deuxième créateur, faciliter le jeu, mais il sera pas assez bon en catch and shoot, je pense encore, pour être une menace, une grosse menace à côté en complément. Et il pourra sûrement mener la seconde unit, mais je pense qu'il le fera moins bien que d'autres joueurs. Donc pour moi, c'est le joueur Deni Avdija où j'attends vraiment de voir et ça va vraiment m'apprendre sur comment on peut scouter ce genre de joueur qui est assez bon partout. Mais qui me semble élite nulle part, en fait. C'est ça. C'est un peu le principe du couteau suisse, tu vois. Un couteau suisse, ça coupe bien, mais pas aussi bien qu'un vrai couteau. Ça peut faire une entaille, mais pas aussi bien qu'un vrai cutter. Parce que c'est pas un peu le couteau suisse, mais pas... Parce que souvent, on glorifie le couteau suisse, mais en vrai, le couteau suisse, c'est surtout parce que ça fait tout moyennement bien, quoi.
Ouais, c'est un peu ça. Sachant que, en plus, lui, on l'a vu, comme je dis, dans tous les contextes. On l'a vu balle en main avec l'équipe d'Israël jeune. On l'a vu vraiment juste en tant que mec dans le corner pour faire du spacing. On l'a vu prendre des responsabilités. C'est aussi avec Leandro Bolmaro du Barça, c'est les deux seuls joueurs qui ont rejoué, en fait, après la pandémie. Ils ont joué cet été. Donc là, sa cote a repris et remonté un petit peu en flèche parce qu'on l'a revu. On a vu des petites améliorations dans son jeu, mais en même temps, c'est normal pour moi qu'à 19 ans, des joueurs progressent tout le temps. En fait, c'est l'axe de progression est normal. Donc c'est juste ça sur Deni Avdia. Je sais pas ce qu'en pense Julien, mais c'est lui. Voilà, je me dis, il sait tout faire, mais est-ce qu'il aura un ou deux skills élites qui lui permettra vraiment de peser clairement dans ses premières années. Après, il pourrait devenir, je pense, un très bon joueur de complément. Ouais, je te rejoins là-dessus. J'ai même envie de dire que Deni Avdia, pour le dire à l'israélienne du coup, je trouve que c'est un peu un joueur qui est le symbole de cette draft. C'est-à-dire que voilà, comme tu dis, il sait tout bien faire, mais quel est son réel plafond, quel est son potentiel, et est-ce que ce mec sera capable d'être une superstar offensive? Bon, le mot est fort et je le répète trop. Mais est-ce que ça peut être un joueur qui peut porter une attaque sur certaines séquences? Ça, c'est vraiment pas sûr. Et Avdia est un joueur solide, fondé vraiment à l'européenne, qui aura comment dire, une qualité technique vraiment certaine pour la NBA, qui va lui permettre d'être un joueur qui devrait s'installer dans une rotation facilement. Mais voilà, quel rôle il aura, ça va être un vrai mystère, et ça dépendra beaucoup de la franchise où il va tomber et de la concurrence qu'il aura à son poste. Avdia, c'est incertain, et c'est à l'image de ses drafts. D'accord, j'ai bien compris en gros le mantra de cette draft. Alors on va aller un peu dans le positif. Quel joueur a profité des playoffs? Parce qu'on a vu des profils qui ont explosé. On parlait de Bam Adebayo si on reste du côté de Miami. Il y a aussi un Tyler Hero, il y a un Duncan Robinson. Je vais revenir vers toi, Alan. Ou non, continue avec toi, Julien. Faut donner la parole aux invités. C'est selon toi, quel joueur va profiter? On parlait des 3&D qui ont eu peut-être leur cote influencée par ça. Qui va profiter des playoffs dans cette cuvée de draft? Tu es un vrai gentleman. Oui, exactement. Les free-and-D ont vraiment profité de cette draft pour monter dans les mock drafts. On les a vus. Je pense à des profils comme Devin Vassell, comme aussi un Aaron Naismith de Vanderbilt. Ce sont vraiment des joueurs qui vont être draftés en NBA pour shooter. Voilà, comme on l'a vu avec du Duncan Robinson. Pour faire vraiment dans le pur shooter, sont des mecs qui apportent une vraie sécurité sur leur capacité à tirer, et rien que ça, c'est déjà énorme dans une draft aussi incertaine comme on l'a beaucoup répété. C'est des joueurs voilà qui ont connu une vraie bonne saison au shooting, notamment pour Aaron Naismith qui lui a vécu une saison vraiment une saison dorée, hein, c'est-à-dire qu'il a tiré avec volume et efficacité, c'est ce que vont rechercher les équipes NBA. Donc ces profils-là profitent des playoffs, vraiment. Les free-and-D, c'est un peu l'apogée des free-and-D cette draft. D'accord avec ce constat. Et Alan, qui, selon toi aussi, donc on a eu quelques noms qui sont sortis, qui a pu profiter de cette draft pour un peu, parce que tu l'as dit tout à l'heure, tout le monde recherche le nouveau Adebayo, tu l'as dit Julien, t'as écrit un article sur le sujet. C'est vrai qu'on sait que la NBA c'est une ligue où on se copie, et on a vu qu'il y a que quelques profils durant ces playoffs sont vraiment sortis. Moi j'avais noté à Rodney Smith, donc parce que 52% à 3 points sur quasiment 9 tentatives par match dans ces 12 matchs à Vanderbilt. Alors c'est sur le début de saison, il s'est blessé, il a pas pu jouer le reste, mais on a vu voilà un joueur qui alors ce qu'on a vu, il ne sera pas à 52% en NBA, c'est impossible. Enfin, il arrive et il est directement le meilleur shooter de la ligue, c'est impossible. Mais on a vu un joueur capable un shooter létal sur la visualisation, qui pouvait prendre des shooters plein de shoots en mouvement, qui pouvait prendre des staggers, qui pouvait prendre du catch and shoot, qui avait des petits flashs de sortie dribble. Donc pour moi, c'est vraiment ce joueur-là qui peut jouer en plus. Je pense qu'il pourra jouer 3-4 dans la NBA moderne. Il peut arriver, prendre 7 tirs à 3 points par match dans une rotation assez rapidement. Et pour moi, c'est ce genre de profil qui va vraiment plaire aux franchises. Sachant que j'avais aussi Onyeka Okongwu. C'est Aaron Naismith, Onyeka Okongwu, mais on a déjà parlé d'Onyeka Okongwu. Donc c'est les deux joueurs qui, je pense, voilà, avec en faisant des caricatures un petit peu grossies, qu'il faut pas faire, hein, mais que certains se font, même si on fait pas exprès. On se dit, bon voilà, ces joueurs-là, franchement, c'est assez facilement projetable dans des rôles qu'on a vus dernièrement dans la bulle, quoi.
Après, c'est pas des caricatures, ça peut être aussi des simplifications pour que les gens comprennent. Mais c'est pas la Jalen Rose, quoi. Oui, les grosses comparaisons. C'est vrai. Je pense que Jalen Rose, il a autant bossé la draft que moi, chaque année. Du coup, Aaron Nesmith, vous l'avez cité, Vanderbilt, on est aux alentours de quel, parce que je sais que là, du coup, nos auditeurs fans de certaines franchises ont pu saliver. On est quoi? On est aux alentours de la draft. On est premier tour, assurément. Ouais. Oui. Entre 15 et 25, je dirais. Alors, personnellement, je suis quand même plus optimiste que Alan. Je pense que 25e place, ce serait quand même très bas pour un Aaron Nesmith. C'est vrai. Oui, voilà. Plus aux alentours de la 15e place, voire même un tout petit peu plus haut si une franchise est vraiment sûre de lui. On peut penser à Boston, par exemple, qui cherche plus des pièces de complément qu'un véritable qu'un véritable joueur pour porter une attaque. Et par exemple, un Aaron Nesmith à Boston, ce serait super. Hein. C'est un shooter qui peut les aider dès demain à mieux s'adapter au style de l'NBA actuel. Ouais, mais on a vu en plus dans les dernières drafts que les shooters étaient peut-être des fois surévalués. Peu de gens pressentaient Tyler Hero en loterie, Cam Johnson qui est parti en 11e du côté de Phoenix. Les gens se sont un peu moqués, dont moi j'étais pas hyper fan du pick finalement. Dans la bulle, Julien le dirait mieux que moi, ils l'ont fait jouer même post 3-4 et ça s'est plutôt bien passé. Donc le shoot commence vraiment à être une valeur très très recherchée. Ouais, Cam Johnson, c'est la preuve que prendre des joueurs en cursus complet de NCAA, même s'il avait 23 ans quand il a été drafté, c'est pas forcément une bêtise en soi, parce que ça a apporté de la sécurité dans la bulle. Ça, à Phoenix, en l'absence de Kelly Oubre, Cam Johnson a vraiment surperformé sur le poste 4. Alors, est-ce que c'était est-ce que c'était qu'un simple passage dans la bulle et que ça va se calmer? Je sais pas, mais quoi qu'il arrive, Cam Johnson apporte du shoot, et ça, c'est une sécurité qui est essentielle en NBA aujourd'hui. Aucune équipe ne peut avancer sans shoot. Eh ben, je vais vous poser du coup une question. L'inverse. Les joueurs qui n'étaient pas préparés à cette question, mais selon vous, les joueurs qui ont perdu vis-à-vis de cette draft. Parce que cette draft, on l'a dit, on a vu beaucoup de shoot. Je pense qu'aussi, ça a été un peu le retour du playmaking quand même. Parce qu'on a vu que les équipes centrées autour d'un seul joueur qui assurait tout le playmaking ont peut-être parfois eu du mal. Est-ce que vous avez eu des profils, pendant votre processus, quand vous construisiez votre big board, vous vous êtes dit, à lui, au vu de ce qui s'est passé, je suis obligé de lui faire descendre, le faire descendre de quelques places. Est-ce qu'il y a eu ce genre de réflexion sur un joueur? Obi Toppin, parce que c'est un intérieur complètement unidimensionnel pour moi. Très très fort en attaque, très très pas mauvais en défense. Et qu'il a déjà plus de 22 ans, donc je pense que ça va être un joueur qui va bien scorer en NBA, mais qui pourra pas être l'encre à l'intérieur d'une équipe qui gagne, et donc ça m'intéresse pas en fait pour un intérieur. Donc c'est pour ça que il est annoncé par les Américains, je pense. Julien, il a la même chose dans le top 6, top 7, un peu partout, et c'est vrai que moi je l'ai hors loterie maintenant. Grosse différence. Pour un joueur qui se fait taper sur les doigts par pas mal de fanbase sur Twitter. Française, oui, on voit les mêmes choses. Est-ce que tu es d'accord avec ce Obi Toppin qui vient du coup de Dayton, c'est ça? Exactement. Mes fiches étaient bonnes. De Dayton. Est-ce que tu es d'accord aussi avec Julien, un joueur qui a peut-être perdu un petit peu de crédit avec ce qu'on a vu du côté d'Orlando? Oui, totalement. Alors, le mettre hors loterie, c'est vraiment quelque chose d'osé. Moi, j'irai pas jusque là. Mais en tout cas, oui, c'est un poste 4 un petit peu à l'ancienne qui va forcément souffrir dans la tête des GM qui vont essayer d'imaginer justement comment leur équipe pourrait s'adapter à l'évolution de la NBA. Obi Toppin, c'est un joueur qui a un shoot malheureusement un peu trop incertain, qui malgré tout a déjà 22 ans, hein, donc même si ce n'est qu'un sophomore en NCAA, il a déjà 22 ans, bientôt 23, et ça l'aide pas non plus dans les projections sur son potentiel. C'est un athlète fantastique, mais est-ce que ça peut être un joueur qui peut porter une équipe? Je pense que ça va être très difficile, donc je rejoins Alan là-dessus. Et pour également revenir sur ta question sur les autres profils de joueurs qui ont souffert des playoffs, je pense que tu t'en as parlé rapidement, les meneurs créateurs purs ont souffert. Aujourd'hui, ils descendent dans les mock drafts. On a parlé des prospects internationaux, on peut parler de l'autre français qui risque d'être au premier tour, Théo Malédon. Malédon, c'est un joueur qui voit sa cote chuter en ce moment, malheureusement pour nous Français. Alors à Lasvel, il a vécu une saison correcte, mais une saison malgré tout compliquée.
dans l'adaptation qu'il pourrait avoir en NBA. Alors ça, c'est un prospect qui est intéressant, qui se démarque par son intelligence, par sa vision de jeu, mais il y a un vrai doute sur la manière dont il pourrait déjà défendre, tout simplement. Donc Maledon, c'est pas un joueur qui va porter une attaque, et si vous le mettez à côté d'une star offensive qui justement ne sera pas là pour défendre, est-ce que lui pourra défendre le meilleur extérieur adverse? Ça, c'est une vraie question. Dans le même style que Maledon, on a un Nico Mannion à Arizona qui a vécu une saison très décevante, malgré toute la hype qu'il a connue en high school et même en équipe de jeunes du côté de l'Italie. C'est un autre prospect international italien, Nicolo Mannion. Donc voilà, c'est aussi un meneur créateur pur qui à Arizona a vraiment déçu dans son shoot, notamment de loin où il a été très irrégulier. Ils peuvent organiser, mais est-ce qu'aujourd'hui un simple meneur organisateur faible en défense, puisque Nico Mannion pareil a un physique vraiment très peu adapté à la défense NBA, est-ce que ce sont des joueurs qui peuvent tout simplement subsister dans la NBA du futur? La question mérite de se poser. Eh bien, on a commencé à brosser pas mal de joueurs du top 10. On a parlé d'Anthony Edwards, on a parlé de joueurs annoncés haut dans les big boards. James Wiseman aussi a été cité. J'ai l'impression que il y a un joueur dont on n'a pas parlé, et pourtant qu'Alan l'a vu souvent, c'est LaMelo Ball. Et ça rejoint un peu notre question, l'avant-dernière question de cet épisode. Quel joueur mérite le sacrifice d'un choix en 2021? C'est-à-dire, voilà, dans une draft qui paraît incertaine, voilà, quel joueur peut-être sur le potentiel, mériterait un coup de folie? Alors, je transforme un peu la question, Alan. LaMelo Ball, est-ce que on en parle beaucoup, vous avez cité son nom visiblement d'après vos informations, ses interviews ne sont pas bonnes. LaMelo Ball, tout simplement, je te laisse parler, Alan. J'ai même pas de questions parce que c'est tellement un gros dossier, je te laisse parler. Le dossier est large. LaMelo Ball, c'est 12 matchs dans le championnat australien après une blessure, le championnat australien où il était le maestro de son équipe, une des plus mauvaises du championnat, mais où en gros il était le leader de cette équipe, où si on regarde les stats bruts, il faisait du 17-7-7 à 18 ans dans un championnat pro. Bon, ça c'est bien, après le pourcentage vient un petit peu pondérer ce qui se passe, mais peuvent s'expliquer aussi par la quantité de nombre de shoots compliqués qu'il devait prendre, parce que des fois on lui redonnait la balle et il restait 5 secondes et on lui disait bon vas-y, il faut que tu shootes. Aussi par une prise de décision de shoot qui est assez pas adaptée encore à son niveau. Ensuite, c'est un joueur qui pue le talent, qui pue le talent offensif. Enfin, en termes de vision du jeu sur pick and roll, en termes de créativité de passe, en termes de jeu en transition, ça peut être dans des schémas NBA, ça peut être vraiment hyper intéressant offensivement, mais c'est un joueur qui a jamais défendu. Il n'a jamais défendu dans sa carrière. Donc, on peut pas dire est-ce que c'est un bon ou un mauvais défenseur. En fait, on sait pas vraiment. On l'a jamais vraiment vu défendre. Alors, cette année, il avait tellement de responsabilités offensives que je peux un petit peu l'excuser, comme j'excusais Trae Young en NCAA ou autre. Mais bon, en NBA, il faudra quand même qu'il défende parce que sinon, ça va être compliqué. Et parce qu'il y a aussi tout l'historique. Il y a l'historique du papa. Il y a ce qui sort là un petit peu, comme quoi, voilà, il aurait les mots, c'est désinvolte, hautain, je m'en foutiste. C'est un peu ce qui ressort de ses interviews. Ouf, ouais. Alors, il y en a les théories du complot pleuvent. Est-ce que LaMelo fait ça exprès pour descendre? Parce que, en gros, LaMelo, je pense que lui, il veut pas arriver à Minnesota et jouer avec D'Lo et Kat. Il pense pas qu'il voudrait être aux Warriors. Je pense qu'il voudrait arriver et être le meneur titulaire, en fait. Donc, et ça pourrait se faire du côté de Détroit, par exemple. Ça pourrait se faire du côté des Knicks, peut-être. Ça pourrait se faire du côté de Chicago, si jamais Chicago installe Kobe White en 6e homme et prend un meneur pour mieux encadrer ses intérieurs et tout ça. Donc il y a tout ça en fait qui sort. Est-ce que c'est des écrans de fumée? Est-ce que c'est des stratégies? Est-ce que c'est tout ça? Toujours est-il qu'en fait, c'est vrai que pendant la plus grosse partie de 2020, c'était soit lui, soit Anthony Edwards pour le numéro 1. Et là, ça semble être peut-être acté qu'Anthony Edwards partira en numéro 1. Moi, je préfère LaMelo Ball, personnellement. C'est mon prospect numéro 1 de cette draft. Mais c'est vrai qu'il descend. Kevin O'Connor a dit que selon plusieurs sources, il pourrait peut-être sortir du top 5 de la draft. Donc, à cause du processus d'interview, il fait très mauvaises impressions au GM et aux franchises. Donc, est-ce qu'il fait exprès? Est-ce qu'il est vraiment comme ça? C'est plein de questions. Après, sur le terrain, offensivement, il pue le basket et défensivement, on l'a jamais vu défendre. Voilà. Je vais essayer de résumer un peu. Julien, du coup, pas de question non plus. Ton avis sur LaMelo? Si, peut-être.
Alan l'a dit, alors peut-être des rumeurs comme quoi dans la draft, la sélection, il pourrait descendre, sortir du top 5. Sur le talent, on est d'accord, enfin là je me base uniquement sur ce que j'ai pu entendre de vos parts, il est largement dans les 5 meilleurs joueurs de cette draft. Oui, quand même. Faut quand même remettre l'église au centre du village. LaMelo Ball est un des rares talents de cette draft. Tout à l'heure, je vous parlais de talent générationnel. LaMelo Ball pourrait en faire partie s'il exploite son potentiel au maximum. C'est comme l'a dit Alan, il se met à défendre parce que Alan a parlé de Trae Young. LaMelo Ball, c'est quand même quelqu'un qui n'a pas le physique de Trae Young. Si il y met du cœur à l'ouvrage, il fait plus de 2 mètres maintenant, LaMelo. Voilà, je veux dire, ça a rien à voir avec Trae Young, quoi. Donc LaMelo Ball, est un meneur formidable. Il a une vitesse balle en main qui est assez folle. Son tir est incertain. Est-ce que son tir pourra s'améliorer en NBA? Ça, j'avoue que j'ai du mal à y croire. Je suis peut-être pas aussi emballé qu'Alan à cette idée-là, mais en tout cas, oui, il reste quand même indéniablement dans le top 5 de cette draft, LaMelo Ball. Je connais trop bien Alan, je sais. J'ai vu, en gros, je commence à cerner le profil, je sais pourquoi Alan aime bien. je sais pourquoi Alan aime bien ce profil. Juste peut-être, on en a déjà rapidement parlé, mais avant de finir, Anthony Edwards, pourquoi en fait il serait numéro 1? Parce que en fait, de tout ce que, on en a un peu parlé, mais qu'est-ce qu'il offre pour vraiment être, parce qu'en fait, quand j'écoute, je vois de l'incertitude dans pas mal de profils, mais lui semble, Alan t'a dit, est-ce que c'est uniquement parce que c'est celui qui offre le moins d'incertitude? C'est uniquement pour... Moi, je sais pas ce que Julien pense. Il en offre un peu quand même. Hein. Moi, je trouve Anthony Edwards des incertitudes. C'est un late bloomer, donc il jouait au foot US, et après il s'est mis au basket, donc il a pas fait tous les cursus. Il a pas le cursus honorum de tous les jeunes stars du basket, lycée, tout ça. Mais il a un physique de buffle. Vraiment un physique de buffle. Il arrive en NCAA, il faisait déjà plus de 1m96, quasiment 100 kilos, avec une belle envergure, donc sur le poste 2-3. Donc il a été joué dans l'université de Georgie, donc à Georgia, une mauvaise équipe d'une grosse conférence, donc c'était assez compliqué pour lui. Ils ont perdu beaucoup de matchs, il devait prendre beaucoup de tirs forcés, donc les pourcentages étaient pas bons du tout. Mais c'est vrai qu'à la visualisation, on a des flashs de meilleurs joueurs de cette draft chez Anthony Edwards par moment. On a vraiment ce profil-là. Il a été capable de prendre des crises complètes, de montrer une palette offensive extrêmement variée. Là où défensivement, il a tous les outils, mais pas encore l'appréhension collective. Selon moi, il est encore c'est un joueur très 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 brut. On parie beaucoup sur ses outils, ses qualités physiques et ses flashs. Et tu vois, parier sur ça pour un numéro 1 de draft, souvent on le fait pas. Donc ça prouve aussi comment cette draft fonctionne. Mais en fait, ouais, il a le physique de l'emploi. Il a les flashs qui font te dire ah ouais, ça peut être vraiment un All-Star. Mais sur la continuité de sa saison initiée, ça s'est pas vu. Ça s'explique par le contexte, mais ça s'est pas vu non plus. Ok, je pense que j'ai limite envie d'arrêter l'épisode là parce que ça résume un peu ce qui ressort de cette draft. Mais il nous reste une dernière question. Je vais commencer avec toi, Julien. Je vous ai demandé, j'aime toujours faire ça, un petit chouchou, un nom à retenir. Le joueur, voilà, vous êtes persuadé que ça marchera, vous parierez votre maison, que vous n'avez probablement pas, que ça marchera. Un joueur que selon vous, il faut connaître avant d'entrer dans cette draft. Alors, personnellement, moi, le joueur que j'ai choisi sur ce sujet, c'est Isaac Okoro de Auburn. Alors, tout d'abord, je pense qu'il faut parler d'attente à propos de ce prospect. Isaac Okoro, c'est un joueur qui devrait partir dans le top 10 de la draft, vraisemblablement. Mais il faut surtout savoir que l'équipe qui le choisira ne le choisira sans doute pas pour ses qualités offensives. Isaac Okoro, c'est tout simplement, j'espère qu'Alan sera d'accord avec moi, le meilleur défenseur de cette draft. Et c'est vrai que personnellement, depuis que je commence à m'intéresser à la draft, j'ai jamais été aussi impressionné par un profil défensif et rien que sa défense justifie sa place dans le top 10 de la draft. Dans une équipe, par exemple, je sais pas, comme New York, comme Chicago, même comme Charlotte, même s'il sera Charlotte, troisième choix, sera peut-être un peu haut, mais une équipe qui a besoin vraiment de se trouver un fer de lance défensif, Isaac Okoro, pour moi, ça pourrait être parfait. Alors, sauf surprise, en attaque, il aura pas de responsabilité puisque c'est pas encore un joueur assez affûté techniquement, mais il a un physique très très impressionnant. C'est un joueur très très musclé, très rapide. Il a une mobilité latérale qui est folle. Il peut défendre à peu près tous les postes, même jusqu'à des postes 4 un peu petits. Donc vraiment, moi, Isaac Okoro, c'est un joueur dont je suis un peu tombé amoureux, également dans l'attitude. Je pense que c'est le genre de joueur qui porte une équipe vers le haut et
et qui mériterait vraiment le choix d'une équipe, au moins rien que pour l'assurance défensive qu'il va apporter autour du reste d'une équipe. Alan connaît, les anciens du podcast savent, c'est tellement mon genre de profil. T'aurais été amoureux de lui déjà. J'adore ce genre de profil. Malheureusement, je leur porte souvent la guide. Juste une petite question, Julien. Au niveau du shoot, est-ce que c'est vraiment compliqué, Isaac Okoro? Est-ce que c'est le genre de joueur, je suis défenseur, je lui laisse 5 mètres parce que je suis pas inquiété? En tout cas, c'est pas encore prêt. Isaac Okoro, c'est pas encore prêt pour la NBA. Voilà, l'an dernier, en NCAA, c'est 28% au tir. À 3 points, c'est pas le genre de joueur sur lequel je laisserai une attaque compter. Tu lui laisses 5 mètres, il prendra son shoot et il peut en mettre. Mais clairement, c'est pas le genre de joueur à qui tu vas demander de faire des tirs en sortie de dribble, par exemple, à 3 points. Ça, c'est pas possible pour lui encore. Ok. J'adore quand même le profil. Et Alan, le joueur, ton nom à retenir? Julien en a un peu parlé, moi c'est Devin Vassell. Je suis persuadé que ça marchera pour Devin Vassell. Donc Devin Vassell, ailier donc de Florida State. Pour moi, il est potentiellement allé l'un top 3 défenseur de cette draft et top 3 shooter en catch and shoot. Donc rien que pour ces deux choses-là, je pense que ça peut marcher, qu'il aura une vraie carrière NBA. C'est un joueur qui a toujours défendu, un vrai leader défensif, très bon QI défensif. Il est moins bon athlétiquement et sur l'homme, tout ça, qu'Isaac Okoro, parce qu'Isaac Okoro est le meilleur défenseur de cette draft à cette position de loin. Mais Devin Vassell est aussi un excellent défenseur et c'est un bien meilleur shooter que Isaac Okoro. Il était à plus de 40% à 3 points cette année sur un bon volume. Malgré le fait qu'il a un peu fait le buzz en shootant dans un workout le mois dernier, en changeant sa mécanique, ça me fait un petit peu peur, mais bon, on verra. Mais je pense que Devin Vassell sera vraiment pour moi, il est dans le top 10 de mon big board et ça sera il aura une des 10 meilleures carrières de cette draft. Je peux mettre ma main à couper là-dessus. Ah, la dernière fois que tu as fait ça ne s'est pas bien passé. Donc, on va conclure là-dessus. Et ben, du coup, le contrat est rempli, messieurs. Je ne connaissais pas grand-chose de cette draft. Et en 60 minutes, je suis tombé amoureux d'Isaac Okoro. Donc, bravo, félicitations. J'espère que ça sera pas Stan Johnson, tu vois. J'espère que ça sera pas Stan Johnson. J'espère que ça sera pas Rondé Hollis Jefferson. Il y a une longue liste quand même de joueurs que j'ai maudits. Mais en tout cas, merci. J'y vois plus clair, j'espère, pour nos auditeurs qui après l'écoute de ce podcast, ils voient un peu plus clair. Julien, bravo. Tu as même réussi à un moment à trouver une de mes questions avant que je la pose. Donc ça, c'est un talent assez incroyable. Messieurs, je pense que vous avez encore beaucoup de choses à écrire, à dire vis-à-vis de cette draft. Donc du coup, on va conclure cet épisode là-dessus. On vous invite à aller suivre Julien, @Julien majuscule MPLT sur Twitter et à le lire aussi sur Inside Basket. J'espère qu'on était gentils. On n'a pas beaucoup d'invités, donc j'espère qu'on n'était pas trop méchants. Vous avez été super. Eh ben, c'est parfait. Nous, on vous invite bien sûr à nous suivre sur Twitter et à nous suivre aussi sur la plateforme où vous écoutez le podcast, aussi sur YouTube. On vous invite vraiment à nous suivre sur YouTube. On vous souhaite une très bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Salut. Salut.